Monsieur Bertha, rapporteur pour avis sur l'enseignement supérieur et la vie étudiante, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le budget de l'enseignement supérieur s'inscrit cette année dans la trajectoire dessinée par le loi de finances pour 2018. Les programmes 150 formation supérieure et recherche universitaire et 231 vie étudiante connaissent une hausse de 0,6% en autorisation d'engagement et de 1,07% en crédit de paiement, soit environ 100 millions et 170 millions d'euros respectivement, dans un contexte budgétaire contraint. Cette hausse vise notamment à financer le plan licence, plan fondamental pour améliorer l'orientation et la réussite des étudiants de premier cycle, à créer une nouvelle bourse pour faciliter la mobilité des étudiants en première année d'études supérieures, mais aussi à revaloriser la carrière des agents. Au-delà de l'examen des crédits consacrés à l'enseignement supérieur dans ce projet, j'ai souhaité m'intéresser cette année aux carrières des enseignants-chercheurs, en recherchant les moyens de mieux valoriser leur accomplissement sur tout le spectre de leur mission, de leur assurer un accompagnement professionnel plus personnalisé. Ce corps d'enseignants-chercheurs assume en effet des missions extrêmement vastes et variées. Outre les tâches relatives à la pédagogie et à l'accompagnement des étudiants, à la recherche, il leur incombe aussi d'assumer des responsabilités administratives et collectives au sein de leurs établissements, de développer la dimension nationale de ces derniers, de contribuer à la diffusion des savoirs auprès du grand public et de valoriser les résultats de la recherche. La loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a élargi ses missions en prévoyant une aide à l'orientation des futurs étudiants et la mise en place de dispositifs d'accompagnement pédagogique. C'est pourtant la qualité de la recherche qui est prise en compte de manière presque exclusive pour déterminer la progression de leur carrière. Elle demeure en effet le premier critère d'évaluation et de sélection des enseignants-chercheurs lors de leur recrutement, de leur promotion, lors de l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche. Ce constat s'applique aux promotions dites nationales, sur proposition du Conseil national des universités, comme aux promotions locales, sur proposition des établissements. Ces effets sont aggravés par la course à la publication, qui affecte les milieux de la recherche, et par la concurrence internationale entre établissements, qui sont bien souvent évalués sur ce critère. Cette survalorisation de la recherche se double d'un accompagnement professionnel insuffisant. Il n'existe pas aujourd'hui de processus satisfaisant de reconnaissance et d'accompagnement de l'enseignant-chercheur dans sa réalisation professionnelle. Les enseignants-chercheurs ne sont évalués que sur leurs activités de recherche et sur une base quasiment uniquement volontaire. En effet, l'évaluation n'intervient qu'à l'occasion d'une demande de promotion, d'avancement, de mutation, de prime ou de congé de conversion. Cela implique que les évaluations conduites le soient dans une logique de contrôle, logique réductrice, qui entre en contradiction avec le principe de l'indépendance de l'enseignant-chercheur. Les activités autres que la recherche ne font l'objet que de peu, voire d'aucun suivi. En l'absence de démarche volontaire, aucun rendez-vous régulier ne rythme la carrière de l'enseignant-chercheur pour ouvrir une réflexion commune sur ses missions et proposer éventuellement une offre de formation pertinente. Cette carence de l'accompagnement génère des difficultés pour la mobilité des enseignants-chercheurs et des inégalités dans le déroulement des carrières. Je rappellerai que la mobilité des enseignants-chercheurs est très faible, qu'il s'agisse de mobilité hiérarchique, géographique ou fonctionnelle. Passé 35 ans, les mutations d'enseignants-chercheurs concernent de moins de 1% d'entre eux, alors que seul un tiers de demandes sont satisfaites et à peine 3% sont placés en position de détachement ou de délégation. En matière de mobilité hiérarchique, on constate une forte autocensure des enseignants-chercheurs qui se montrent timorés lorsqu'il s'agit de progresser dans leur carrière. Par ailleurs, des inégalités dans le déroulement de carrière existent entre enseignants-chercheurs titulaires dans de petits établissements, dont l'activité en recherche est souvent plus modeste, et ceux affectés dans de grands établissements dans un environnement scientifique plus prestigieux. Cette inégalité dans la possibilité de mener des activités de recherche est renforcée par les procédures de promotion, puisque les enseignants-chercheurs des plus petits établissements ne peuvent être promus que par la voie nationale, la voie locale leur étant fermée. La faiblesse de l'accompagnement professionnel est donc ainsi un facteur d'immobilisme, mais aussi d'injustice. Certes, un suivi de carrière a été mis en place en 2014 pour remédier à certaines de ces difficultés. Ce dispositif destiné à améliorer l'accompagnement professionnel des enseignants-chercheurs prévoit que chacun d'eux établit au moins une fois tous les 5 ans un rapport mentionnant ses activités. Ce rapport est remis au président de l'établissement, qui le transmet au Conseil national des universités, en même temps qu'un avis sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général accomplies par l'enseignant. Ce suivi de carrière a été d'abord refusé par la plupart des sections du Conseil national. Seules 6 sections sur 57 ont effectivement examiné les dossiers déposés en 2015. Mais l'acceptation progresse. En 2016, 9 sections y avaient pris part, puis 33 en 2017, soit la majorité. Sur les 2000 dossiers déposés en 2017, 22% ont suscité de la part du CNU des suggestions d'action à mettre en œuvre par l'établissement. Ces suggestions ont pour beaucoup porté sur un allègement des tâches d'enseignement pour certains enseignants-chercheurs ou sur une modification des conditions de l'activité de recherche. De mieux en mieux accepté, ce suivi de carrière permet d'introduire un regard extérieur régulier sur les carrières.
mais il ne répond que très imparfaitement à la nécessité de mieux accompagner l'épanouissement professionnel de l'enseignant-chercheur et aussi de mettre en place des mécanismes de promotion correspondant à la réalité de son métier. L'évaluation doit répondre à des critères de transparence, de justesse et d'équité, être porteuse de sens et inscrite dans un environnement plus large d'épanouissement professionnel pour remporter l'adhésion. Elle doit permettre la reconnaissance et l'accompagnement des professionnels dans l'ensemble de leur mission. Dans le cas des enseignants-chercheurs, une attention particulière doit être portée sur la spécificité de leur identité professionnelle. Seule une évaluation formative, respectueuse de leur qualification et de leur autonomie peut être pertinente. Elle doit également respecter leur indépendance, reconnue par le Conseil constitutionnel comme découlant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'auto-évaluation doit donc être privilégiée. Madame la ministre, vous avez annoncé le 29 mars dernier une concertation sur la reconnaissance de l'investissement pédagogique des enseignants-chercheurs. Je souhaite que les propositions que je vais formuler, inspirées de pratiques davantage utilisées chez nos voisins européens, puissent contribuer à la dynamique que vous avez lancée. Pour mieux valoriser les agents investis dans le domaine pédagogique, une pratique vertueuse consiste en la rédaction de dossiers d'enseignement, récapitulant les enseignements créés, les enseignements dispensés au cours d'une période donnée, et détaillant leur public, les méthodes d'enseignement et les modes d'évaluation employés. Ces dossiers permettent à l'enseignant de mettre en valeur les compétences pédagogiques qu'il a développées et de porter un regard réflexif sur ses pratiques. Pour que cette pratique se diffuse, il serait utile que le ministère puisse fournir un canevas de dossiers d'enseignement aux établissements, à titre indicatif, afin d'ouvrir la réflexion sur les pratiques pédagogiques. L'évaluation des enseignements par les étudiants constitue un deuxième levier, à condition qu'elle soit utilisée de manière volontaire par les enseignants-chercheurs et que ces résultats demeurent réservés à l'enseignant concerné. Ici encore, le ministère pourrait élaborer une plateforme type que les établissements et les enseignants pourraient ensuite adapter à leurs besoins. Le développement de mécanismes d'auto-évaluation pourrait revêtir une réelle efficacité, mais s'il s'accompagne d'un renforcement de l'accompagnement des enseignants-chercheurs au sein de leur établissement et de la mise en place d'outils dédiés à leur développement professionnel. Il convient en effet que les auto-évaluations conduites puissent déboucher sur des actions d'amélioration lorsque le besoin s'en fait ressentir. Ainsi, des points d'étape périodiques et confidentiels avec le service des ressources humaines des établissements pourraient être mis en place tous les 2 ans et demi, exception faite des années où le suivi de carrière a lieu. Ces moments d'échange permettraient la formulation de conseils personnalisés et la proposition d'outils et de formations appropriées aux besoins de l'enseignant-chercheur. Concernant l'accompagnement en matière pédagogique, je tiens à saluer la mise en place de formations obligatoires pour les maîtres de conférences en année de stage. Je suggère que ce volume de formation soit augmenté et qu'il soit inclus de nouvelles dimensions dans les champs de la connaissance du monde économique, de la psychologie, de l'éthique, du numérique et de la protection des données. Il faudrait également renforcer les services pédagogiques existants au sein de nos établissements, auxquels tous les enseignants-chercheurs devraient avoir accès. Pour les établissements qui ne sont pas encore dotés, des centres de pédagogie communs à 2 ou plusieurs universités pourraient être mis en place. Enfin, il serait utile de développer des pratiques d'observation par les pairs qui permettent non seulement de recevoir un retour sur son enseignement, mais aussi de prendre conscience de la diversité des approches de cet enseignement, ainsi que celle de tiers-temps pendant lesquels les enseignants pourraient échanger sur leurs choix et leurs difficultés d'enseignement. Outre l'accompagnement professionnel dont il permettrait de faire bénéficier les enseignants-chercheurs, un suivi de carrière plus régulier et plus complet devrait permettre d'aboutir à un système d'attribution, de promotion, de congés et de primes plus juste. Les entretiens de suivi avec les services de ressources humaines, ainsi que la documentation par les enseignants-chercheurs de leur activité sur tout leur spectre de leur mission, permettraient de lever l'autocensure de nombreux agents qui hésitent même à solliciter une promotion. Il permettrait également de mieux reconnaître les enseignants-chercheurs exerçant dans les établissements où l'activité de recherche est moindre et d'octroyer des modulations de services correspondant mieux à la situation professionnelle des intéressés. Sur ce sujet, je me félicite de l'annonce que vous avez faite concernant l'élargissement des congés pour recherche et conversion thématique, fixés aujourd'hui à 6 ou 12 mois, qui devraient pouvoir être modulés de façon plus précise en fonction des objectifs, consacrés par exemple à la valorisation de la recherche, qui à mon sens est une priorité. Je souhaite également rappeler que l'établissement constitue l'échelon le plus pertinent pour appréhender toutes les dimensions de l'activité d'un enseignant qui ne relève pas de la recherche. Une plus grande confiance devra donc leur être témoignée sur ce sujet. Enfin, pour remédier aux inégalités de carrière, il serait souhaitable d'attribuer au CNU un quota de promotion réservé aux promotions dans les petits établissements. J'en reviens à présent à mes 3 questions. La première porte sur les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général dits ESPIG, qui bénéficient de subventions à hauteur de 72 millions d'euros dans le programme 150. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer les critères qui président à la reconnaissance de la qualité d'ESPIG, les objectifs de ces subventions ?
Deuxième question, je m'interroge sur la réduction de l'aide au mérite destinée aux étudiants bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux et ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat. Cette baisse s'explique en partie par la réduction de moitié de l'aide décidée par un arrêté du 11 mai 2015. Mais comme l'indique le projet annuel de performance, elle résulte aussi d'une diminution du nombre de bourses octroyées. Au vu de l'importance sociale et symbolique de ce dispositif, pourquoi réduire le nombre de ces bourses? Enfin, ma dernière question porte sur la concertation sur la reconnaissance de l'investissement pédagogique des enseignants-chercheurs que vous avez annoncé le 29 mars dernier. Pouvez-vous nous indiquer l'état d'avancement et le calendrier de cette concertation? Je vous remercie.